Le maître du Kremlin est allé plus loin, beaucoup plus loin, dans une guerre contre l'Occident, dans une guerre contre le monde décadent. Vous voyez, enfant, monde décadent, les mots ont été très durs. Une croisade, l'anti-impérialisme à la sauce Poutine, voilà ce que ça la donne. Nous nous battons actuellement pour la liberté, pas seulement celle de la Russie, mais celle du monde entier. Nous déclarons ouvertement que la dictature d'une hégémonie, maintenant visible de tous, devient obsolète. Elle est allée trop loin et représente un danger significatif pour les autres. La majorité du monde reconnaît à présent cette réalité. Je répète, notre pays est sur le point d'établir un ordre mondial plus juste. Je veux appuyer sur le fait que sans une Russie souveraine et forte, il ne peut y avoir d'ordre mondial stable et durable. Ainsi parlait le tsar. En fait, c'est le discours qu'il a commencé à tenir en 2007, la conférence de Munich, en réalité. Donc, on est dans l'application du plan, comme on disait à l'époque soviétique. C'est en route, ça continue. Et c'est bien ce que je vous disais tout à l'heure. C'est un conflit pour l'hégémonie mondiale. C'est pas juste un conflit avec l'Ukraine. Après, il y a l'absorber l'Ukraine au passage, tant qu'à faire, oui, mais c'est un conflit pour l'hégémonie mondiale. Et là, encore une fois, tout est bon à prendre. Et l'autre jour, je crois qu'on a vu Poutine se faire offrir un t-shirt en vue de l'élection présidentielle, et c'était écrit « La Russie n'a pas de frontières ». Voilà. Ouais. Donc on est dans cette logique-là absolue et qu'il va poursuivre. Et ça pose une question aux Occidentaux en réalité. C'est qu'est-ce que nous voulons face à ce discours-là ? On s'interroge tous les jours sur qu'est-ce qui se passe à Avdiivka en ce moment, est-ce qu'on perd, etc. La réalité, c'est que l'arrière de l'Ukraine, c'est l'Europe, c'est l'Union européenne et les États-Unis. Si l'arrière ne tient pas, c'est-à-dire si nous ne voulons pas gagner cette guerre, parce qu'il faut que nous la gagnions, eh bien nous la perdrons. Mais c'est nous qui la perdrons, pas simplement les Ukrainiens. Ouais. Hier, Vladimir Poutine, dans son programme, Roussia Mir, pour lui, l'Ukraine c'est la Russie, la Biélorussie c'est la Russie, et la Russie, bien évidemment, c'est la Russie. Donc lui ne se pose pas la question. En fin de compte, les frontières s'arrête aux portes de l'Europe. C'est-à-dire qu'il y a deux concepts chez lui, comme chez beaucoup de dirigeants russes, qui est qu'il y a les Russes, qui sont en fait les grands Russes, la Russie, les petits Russes qui sont l'Ukraine, qui ne devraient en fait quasiment pas exister. À juste 6 mois avant l'invasion, il a écrit un texte très clair qui disait Russes et Ukrainiens forment le même espace sur le même peuple. Des Russes et des Ukrainiens, c'était son texte. Hein. Oui, et il dit c'est le même peuple vivant dans le même espace géographique et spirituel. Donc l'Ukraine ne devrait pas exister. Et puis il y a la Biélorussie. Donc ça c'est le bloc. Et puis ensuite il y a le monde russe, Ruski Mir, qui est celui où il y a en gros tous les russophones et qui peut s'étendre jusqu'à la Finlande, les États baltes, les Slaves, la Moldavie, en général. les Slaves, oui, allons jusqu'en Serbie, et où donc dans sa conception à lui, il devrait y avoir un centre politique qui contrôle tout cela. C'est en fait l'irrédentisme, c'est un mot italien qui a servi, comme vous le savez, à fédérer l'Italie à la fin du 19e siècle. Et ben, c'est remis à la sauce russe, et ça a été d'ailleurs appliqué par d'autres pays avec des expériences assez dramatiques. C'est considérer que tous les gens qui parlent votre langue et qui ont à peu près la même religion que vous doivent être sous votre contrôle, même s'ils sont pas d'accord. Si on peut prendre une comparaison, c'est au fond comme si vous vouliez reconstruire la Francie, c'est-à-dire le royaume des Francs, depuis l'Atlantique jusqu'au-delà de la région de la Swabie. Voilà. Et en plus, il ne faut pas oublier l'empire de l'Union soviétique. Ça veut dire quand la Pologne en faisait partie, Moldavie, Balkans, Lituanie, pays baltes, Kazakhstan. En fait, ça touche les frontières européennes si on parle aujourd'hui de ces ambitions. Ce qui m'inquiète beaucoup, quand on voit la vidéo, quand il parle, M. Poutine, il y a des jeunes, les portraits des jeunes hommes et femmes russes qui l'écoutent avec une... C'est presque les images statiques d'antiquité, de gloire et de... Oui, il y a une mise en scène, bien évidemment. Ça m'inquiète que cette motivation, voilà, il continue à nettoyer le cerveau de ces jeunes-là qui, après, doivent aller... Au vu du public que vous voyez, il ne soit pas déjà totalement nettoyé au niveau des cerveaux. C'est ça. Le public est choisi, des gens qui peuvent approcher ou assister à un discours. Alors, il y a peut-être des contestataires, mais je crois qu'ils sont rares. Général Sevency, sur
c'est plus que des déclarations, parce qu'à chaque fois on dit déclaration, mais non. En fin de compte, Poutine expose aujourd'hui ses volontés pour, je faisais le parallèle avec les 1000 ans d'Hitler, l'idée de son règne, mais je peux pas m'empêcher depuis 2 ans de cette guerre d'avoir cette même idée, peu importe si c'est lui. Voilà ce qu'il aimerait, ses délires les plus criants. Nous sommes dans un objectif politique qui aujourd'hui se clarifie très nettement, à l'image de la guerre et en fonction de la guerre, avec, je dirais, une reprise de l'initiative de la part de Poutine justement sur les enjeux politiques de cette guerre et sur les conséquences qu'il en attend. C'est aussi la reconstruction d'une Russie qu'elle a estimée particulièrement dégradée à la fois dans son image et dans son avenir. Et il donne des éléments, je dirais, d'espoir à sa population, quelle qu'elle soit, malgré la guerre, et peut-être à cause de la guerre, pour lui donner une perspective d'avenir. Ça revient aux questions de démographie, ça revient aux questions, effectivement, d'objectifs économiques, mais aussi de la place des Russes dans le monde. Ouais. Et quand même, on peut peut-être critiquer le fait que la Russie a été affaiblie au point de vue image internationale, je dirais, du point de vue de l'Occident. Mais ce qu'il a dit à un moment donné me semble assez correspondre à une forme de réalité. Il y a quand même un certain nombre d'États qui ne sont pas occidentaux, qui le soutiennent, et qui représentent plus de 50% de la population mondiale, plus un certain nombre d'États. Donc, je pense qu'il serait prudent de ne pas en rire, de ne pas prendre ça finalement d'une manière un peu détachée, parce qu'il y a un objectif politique à long terme. Et vous allez voir qu'il ne faut absolument pas en rire. Ruskimir, c'était ce plan, il y a eu Novorossia. On va écouter Vladimir Poutine. Écoutez-le bien, parce qu'on est tous concernés. Je crois qu'on devrait tous se souvenir des leçons de la révolution d'octobre, de la guerre civile qui s'en est suivie et de la désintégration de l'URSS en 1991. Bien sûr, il peut sembler que de nombreuses années se soient écoulées depuis. Mais ceux qui sont nés au XXIe siècle paient encore aujourd'hui, des décennies plus tard, pour les erreurs commises à l'époque. Cette complaisance à l'égard des séparatismes, cette faiblesse du pouvoir central et une politique de division artificielle et forcée de la grande nation russe. Cette trinité que formaient Russes, Biélorusses et Ukrainiens. Les conflits sanglants qui ont éclaté après l'Empire russe et après l'Union soviétique non seulement continuent de couver, mais ils s'enflamment parfois avec une énergie redoublée. Et ces blessures ne guériront pas avant longtemps. Le monde russe unit tous ceux qui se ressentent d'une affinité spirituelle avec notre patrie, qui se considèrent comme russophones et dépositaires de l'histoire, de la culture russe, quelle que soit leur appartenance ethnique ou leur religion. Mais je voudrais souligner que le monde russe, la Russie elle-même, n'existe pas et ne peuvent pas exister sans les Russes en tant qu'ethnie, sans le peuple russe. Ce que je dis ne prétend pas à la supériorité, à l'exclusivité, mais c'est un fait. Alors avant de vous entendre, on va voir avec Laura Pouget, l'identité russe selon Poutine, c'est quoi Laura? Carte à l'appui précisément, ça donne quoi le découpage? En rouge, la nation russe selon la définition que vient d'en donner Vladimir Poutine. C'est-à-dire les 3 entités suivantes, la Fédération de Russie, dont il est le président, l'Ukraine, qu'il a envahi, la Biélorussie voisine, dirigée par son allié, Alexandre Loukachenko. En jaune, maintenant, le monde russe plus large, qu'il ne définit pas précisément, vous avez entendu, parlant de tous ceux qui ressentent une affinité spirituelle avec la Russie, mais dont on peut penser qu'il se compose des anciennes républiques soviétiques notamment. Une rhétorique faisant donc des pays proches des satellites ou des vassaux, une rhétorique qui n'est pas neuve, la preuve avec cette vidéo, vous allez voir. Cette vidéo publiée par le Kremlin le 23 mai dernier, elle montre Vladimir Poutine recevant dans son bureau le président de la Cour constitutionnelle de Russie, Valéry Zorkine. Il le reçoit et Valéry Zorkine lui présente une vieille carte de l'Europe où l'Ukraine, sur cette carte, n'existerait pas. Je vous propose d'écouter un extrait de leur conversation.
Nous avons trouvé dans notre cour constitutionnelle une copie d'une carte du XVIIe siècle dressée sous Louis XIV. Pourquoi je l'ai apportée ? Vladimir Vladimirovitch, il n'y a pas d'Ukraine là-bas. Eh bien, nous savons que cette terre faisait simplement partie du Commonwealth polono-lituanien. Puis ils ont demandé à faire partie du royaume de Moscou, c'est tout. Et c'est seulement plus tard, après la révolution d'octobre, que toutes sortes de formations quasi-étatiques ont commencé à se former. Et le pouvoir soviétique a créé l'Ukraine soviétique. Et c'est bien connu. Avant cela, l'Ukraine n'existait pas dans l'histoire de l'humanité. Alors pourquoi tu le... Nos confrères de Libération s'étaient alors intéressés à cette séquence afin d'en tirer le vrai et le faux, rappelant d'abord que des internautes avaient retrouvé cette fameuse carte et qui figurait bien la mention Ukraine ici, entourée en rouge, pays des Cosaques, peuple nomade évoluant à l'époque sur ce territoire. Vladimir Poutine n'avait donc pas tout lu. Et précisant la portée historique de cette carte grâce à l'intervention d'un maître de conférence à l'Institut français de géopolitique, Kevin Limonier. Voici ce qu'il disait à l'époque, en mai dernier donc. Les cartes de l'époque reflétaient un imaginaire impérial avec une notion de frontière différente de celle d'aujourd'hui. Elles ne représentaient pas des États-nations comme actuellement, mais des ensembles royaux, impériaux. Il parlait alors au sujet de Vladimir Poutine et de sa carte d'une mystification géopolitique. Merci beaucoup, Laura. Le problème, Jean-François, c'est que nous sommes confrontés durablement avec cette mystification et que le mystificateur a l'air d'y croire. Oui, mais il faut quand même rappeler si vous permettez, quelques repères historiques. Parce que la Rousse, ça naît à Kiev en 988 avec le baptême de Vladimir, qui lui-même conforte son pouvoir grâce, non pas aux Russes, mais grâce à une alliance avec les Byzantins. Première chose. Et puis, il commence à construire un empire, mais malheureusement, par le jeu des successions, comme dans la dynastie de Vladimir, on partage entre tous les enfants, l'empire de Kiev se divise en principautés. Ils vont finir par être antagonistes. Ce qui fait que l'empire de Kiev est balayé par l'arrivée des Tatars, par les Khans mongols, en 1236. Au même moment, ce qui échappe, il y a déjà une des anciennes principautés qui devient une république, qui est la république de Novgorod, qui sera très puissante parce qu'elle va aller de l'Atlantique à l'Oural. Et il faudra attendre Ivan III au XVe siècle, pour qu'il y ait une réaction dans la Moscovie contre les Tatars. Et il y a une bataille qui est importante, ça vous rappellera quelque chose. Les Tatars ont été vaincus sur la rivière de l'Oka, là où les troupes de Prigogine se sont arrêtées avant Moscou. Ils ont été battus par Ivan III. Et à ce moment-là, commence à naître en fait la véritable Russie. Elle ne naît qu'à partir de cette date-là, 1481. Alors le problème pour Poutine, c'est que l'histoire n'était jamais très variable, surtout quand elle le sert. Et le général le disait tout à l'heure, on ne peut pas en rire, on ne peut plus se moquer de ce personnage, de cet individu aujourd'hui. Il ne s'agit pas de se moquer, mais juste d'analyser son rêve qui ne se réalisera pas. C'est-à-dire que tout simplement les peuples n'en veulent pas. D'une part, les Ukrainiens qui se battent quand même en infériorité numérique et qui ont bien montré que leur nation existait. D'ailleurs, je connais bien des Ukrainiens qui me disaient, il y a quelques années, j'étais assez ambivalent sur mon appartenance ukrainienne ou russe, parce que beaucoup ont des racines partout. Et là, maintenant, ils sont ukrainiens. Donc, le rêve de Poutine, qui est de reconquérir les États baltes, puisque ces derniers font partie de l'OTAN, donc bonne chance. Pareil pour la Géorgie, qui est en train petit à petit de sortir de l'orbite russe, l'Ukraine, la Biélorussie. S'il y avait eu des élections libres et transparentes il y a 2 ans, elle aurait passé à l'ouest. Le Kazakhstan même, qui est un pays qui est allié, mais dont le président a quand même dit, les yeux dans les yeux à Poutine, je n'approuve pas ton opération en Ukraine. Et même au-delà d'ailleurs, ça c'est le premier rêve, qui est de reconstituer un empire russe. Mais même là, quand il parle, c'est le deuxième point très important de son discours, quand il dit « nous allons créer un monde multipolaire anti-occidental », ça ne marche pas si bien que ça, parce que je ne suis pas d'accord avec vous tout à l'heure quand vous disiez « la moitié du monde soutient la Russie ». Non, la moitié de l'humanité est neutre. C'est-à-dire, renvoie un peu dos à dos les Occidentaux et la Russie, mais ils ne soutiennent pas, parce qu'à l'ONU, quand il y a eu des votes qui ont désapprouvé la Russie par un score de 145 sur 195, il n'y a que 6 pays qui ont voté avec la Russie. L'Érythrée, Cuba, Nicaragua et Corée du Nord. La Chine s'est abstenue. Et donc, la Chine est ambivalente. Elle est amie de la Russie, mais elle soutient, elle n'envoie pas d'armes lourdes. Peut-être un ennemi
économique, en tout cas. Oui, donc... On voit que la Chine, depuis le début de cette guerre, ponctionne énormément la Russie. Oui, elle prend du pétrole à prix discount. Des amis comme ça, on peut s'en passer. Enfin, disons qu'elle joue le jeu de la Russie, mais sans être non plus inconditionnelle. Voilà. Les soutiens de la Russie actuellement, c'est la Corée du Nord et l'Iran. Point. Alors, Général, très vite, et après Machin. Oui. Non, simplement, vous n'avez pas tort en disant que beaucoup ont préservé la neutralité, mais dans les faits, ça donne quoi? C'est un soutien implicite à la Russie. Vous ne pouvez pas dire le contraire, y compris la Chine dont vous venez de parler. Donc, oui, ils n'ont pas affiché ouvertement leur soutien à la Russie, mais la réalité aujourd'hui, c'est qu'ils ne se sont pas opposés à la Russie. Alors, si c'est ça la neutralité, j'ai quand même un doute en disant quand même qu'ils soutiennent plus ou moins directement la Russie, quand même. Ensuite, ce qu'on n'a pas été évoqué tout à l'heure, je ne suis pas certain que la revendication soit la main mise sur l'ensemble des territoires de l'ancienne Union soviétique. En revanche, c'est peut-être la référence à toutes les minorités russes qui existent dans tous ces pays, qui sont une partie importante de ces populations et qui peuvent être un prétexte d'ailleurs à avoir une action étrangère, comme on l'a vu ici, y compris en Europe. Regardez la Hongrie qui a donné un passeport notamment à des ressortissants roumains parce qu'ils avaient fait partie de l'ancienne Hongrie. Ouais. Donc là, je pense que c'est ça le biais. C'est pas tellement mettre la main sur tous ces pays-là, mais de reconquérir en quelque sorte les esprits de ces minorités russes dans ces différents pays.